Bonjour et bienvenue à tous. Alors on a beau dire il n'y a plus de saison, madame, mais en fait tout est de saison parce qu'aujourd'hui c'est déjà le dernier cours de la saison. Et comme de juste, j'ai attrapé le virus de saison, c'est-à-dire la grippe, le virus de la grippe qui circule en ce moment. Donc j'espère que vous voudrez bien m'excuser si je suis obligée d'écourter ce cours, mais je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Ma voix est un petit peu altérée, mais bon, voilà. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment Liang Qichao assimile une conception organique de l'État, héritée de la filiation germanique et germanophone d'un Bluntschli, par une traduction japonaise de Kato Hiroyuki, et cela dans un contexte évolutionniste qui, lui, est de filiation anglaise, celle qui part de Herbert Spencer et passe par Thomas Huxley et par les traductions chinoises de Yan Fu. Alors, ce que fait Liang Qichao, c'est qu'il transforme l'évolutionnisme spencerien et le darwinisme social en une théorie nationaliste de la survie historique, centrée non sur l'individu, mais sur la nation, et ce qui justifie la réforme graduelle, l'éducation civique et un État fort comme condition de l'existence moderne de la Chine. Alors c'est là qu'on commence à percevoir justement le lien avec la Chine d'aujourd'hui, cette idée de la nécessité d'un État fort. Alors c'est aussi dans ce contexte qu'il faut replacer et comprendre ce que Liang Qichao entend par liberté. Alors le concept de liberté au sens politique est introduit au Japon, puis en Chine, principalement dans la formulation que lui donne à l'origine John Stuart Mill dans son essai On Liberty de 1859, et dont on a vu qu'il a été traduit en chinois par Yan Fu en 1903, mais qui avait déjà été traduit en japonais 30 ans auparavant, puisque déjà la grande figure de Meiji, du Japon de Meiji, Fukuzawa Yukichi, dans un texte de 1866 intitulé le Seiyojijo, c'est-à-dire donc les circonstances de l'Occident, ce qui se passe en Occident. Donc Fukuzawa attirait déjà l'attention sur le fait qu'il n'existait pas de traduction pour les mots freedom et liberty qu'il donnait en translittération phonétique, donc freedomu et liberucci. Alors, juste quelques années plus tard, en 1871 et non en 1872, comme je l'ai indiqué par erreur la dernière fois, paraît donc la traduction japonaise du On Liberty de John Stuart Mill par Nakamura Keiu, sous le titre Jiyu Nori. Alors, 1871, ça fait seulement 12 ans après l'édition anglaise de 1859, ce qui vous montre l'avidité des Japonais pour le savoir occidental et particulièrement pour le savoir politique dans ce qu'il a de plus nouveau. Et tout cela est stimulé évidemment par l'urgence de mener à bien les réformes entreprises
dès le début de l'époque de l'ère Meiji. Et donc, dans cette traduction, on voit que le mot liberty est rendu non plus phonétiquement, mais sémantiquement, en empruntant l'expression chinoise ziyou, qui se prononce jiu, donc en japonais. Alors, la dernière fois, il me semble que je vous avais déjà montré un échantillon de ces termes chinois autour desquels les traducteurs japonais ont tournicoté pendant quelque temps, parce que les Japonais, évidemment, étant pionniers dans le domaine de la traduction des ouvrages en langue occidentale, donc ont bien sûr tâtonné, donc essayé plusieurs solutions. Et je vous rappelle l'ouvrage sur la droite de la diapositive, donc de Douglas Howland, Translating the West, Language and Political Reason in 19th Century Japan, donc traduire l'Occident, langue et raison politique dans le Japon du XIXe siècle. Et dans cet ouvrage, Douglas Howland rappelle que vers 1870, les lexicographes japonais traduisaient le mot anglais liberty et ses équivalents proches, c'est-à-dire donc le français liberté. Alors vous avez là entre liberty et liberté donc la racine latine libertas. Vous avez aussi de l'autre côté la racine germanique que vous avez dans le néerlandais Freiheit, l'allemand Freiheit et l'anglais Freedom. Donc vous avez ces deux façons d'exprimer la notion de liberté, et les traducteurs japonais ont tourné et jonglé avec 4 expressions principales qui toutes s'écrivent en caractère chinois. Alors le chinois classique étant accessible aux Japonais instruits de l'époque, à tel point qu'on a pu remarquer à plusieurs reprises que des Japonais choisissent de s'exprimer à l'écrit en chinois classique. Alors, vous avez en haut de la liste, bon, vous avez l'expression fuki en japonais, dont les 2 caractères chinois vous indiquent qu'il s'agit de l'image d'un cheval qui n'a pas de renne, qui n'est pas bridé. Hein. Il est sans bride, donc il peut courir de façon sauvage et complètement débridé au sens propre du terme. Alors ça vous donne une indication justement sur la façon dont la notion de liberté est comprise ou ne doit pas être comprise justement, c'est-à-dire justement comme une sorte de licence où tout est permis, je fais ce que je veux, je suis libre, je fais absolument ce que je veux. L'autre expression, la deuxième sur la diapositive, que j'ai soulignée en rouge parce que c'est celle finalement qui a été retenue, c'est l'expression jiu, donc en chinois ziyou, qui veut dire donc procéder de soi-même, et qui a justement cette fâcheuse connotation pour traduire liberté de justement cette licence, hein, c'est-à-dire cette façon de pouvoir courir comme un cheval sans bride. Troisième expression, donc vous avez le jishu, zizhu en chinois, qui veut dire être maître de soi-même. C'est-à-dire ce que nous pourrions comprendre justement comme
une notion d'autonomie, hein, c'est-à-dire donc je n'obéis qu'à ma propre loi. Hein. Quatrième expression, donc jizai, zizai, c'est-à-dire le fait littéralement de résider en soi-même, hein, c'est-à-dire de pas être en dehors de soi-même, d'être véritablement bien campé sur soi, hein, et donc là aussi ça rejoint cette idée d'être maître de soi-même. Et s'ajoute à cela, dans le contexte chinois, hein, la fameuse expression ziran, qui veut dire littéralement ainsi de soi-même ainsi, hein, et qui pourrait se traduire par l'expression latine sponte sua, hein, c'est-à-dire de son propre mouvement. Hein. Et puis enfin, tout en bas, vous avez aussi l'expression, mais qui elle vient plutôt justement s'ajouter au vocabulaire pour des motifs de traduction, c'est l'expression zizhi, c'est-à-dire donc se gouverner soi-même, hein, l'autogouvernement, être là aussi être maître de soi-même et être gouverneur de soi-même. Alors, si on remonte au sens originel chinois, hein, de ziyou, il faut rappeler qu'il provient du vocabulaire philosophique de la Chine ancienne, en particulier le vocabulaire de Zhuangzi, un philosophe du IVe siècle avant l'ère chrétienne, dont nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises ici. Alors, cette pensée de Zhuangzi est marquée par un paradoxe. En fait, la pensée de Zhuangzi est fondamentalement et essentiellement paradoxale. Et ici, le paradoxe consiste à dire que l'adéquation parfaite au cours naturel des choses, hein, ce qu'on appelle le Tao, hein, le fait d'être dans le Tao, coïncide avec la liberté pure. Alors, bon, si on veut simplifier, hein, et on n'a pas trop le temps, surtout aujourd'hui, d'aller trop dans le détail, mais il faut rappeler que dans la philosophie européenne, le concept de liberté a été élaboré en opposition, la plupart du temps, à celui de nécessité, sauf dans la pensée stoïcienne. Alors, dans la pensée de Zhuangzi, au contraire, et c'est là le paradoxe, se trouver dans la nécessité pure, c'est-à-dire la nécessité de ce qui ne peut pas être autrement, constitue la véritable liberté. Et cette idée qu'on retrouve aussi chez d'autres auteurs de l'Antiquité chinoise et même chez Confucius occupe une place centrale, hein, dans cette pensée chinoise ancienne. Et on peut dire que le degré de liberté atteint coïncide en un certain sens avec la nécessité pure, c'est-à-dire pas une nécessité contraignante, mais une nécessité comparable au geste du calligraphe. Le geste du calligraphe, c'est un geste pur, sans hésitation, sans regret, sans retouche, qui jaillit donc sponte sua, c'est-à-dire d'un mouvement propre, et qui est parfaitement nécessaire. Et donc là, on a évidemment cette définition très paradoxale de la liberté qui coïncide avec la nécessité pure. Alors, quand vous prenez un texte comme le Lao Tzu,
autrement appelé le Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre de la voie et de la vertu. Donc au verset 25, vous avez une phrase qui est très très souvent citée, qui intervient à la fin de ce paragraphe, où il est question donc de l'évocation justement de la façon dont émerge le réel à partir du rien. Donc le Laozi justement fait état de cette difficulté à nommer les choses. Donc il dit s'il faut que je le décrive, il faut que je l'appelle Tao. Et s'il faut le décrire, il faut l'appeler grand. Et donc il en déduit que dans le cosmos, il y a 4 grands, à savoir donc le Tao, la voie, le ciel, Tian, la terre, Ti, et Wang, c'est-à-dire le roi. Le roi, c'est-à-dire donc le souverain, le chef, le maître de l'ordre politique humain, qui, dans la vision du Laozi, est parfaitement calqué sur la voie naturelle, ce qui en fait un Tao, on pourrait dire totalitaire au sens propre du terme. Et la dernière phrase que j'ai soulignée en rouge, si souvent citée, la voici, donc Ren fa di, di fa tian, tian fa dao, dao fa ziran. C'est-à-dire donc l'homme, l'ordre humain, fa, c'est-à-dire ce modèle prend modèle, littéralement prend sa loi sur la terre prend sa loi sur le ciel prend sa loi sur le Tao, et le Tao prend sa loi sur le Ziran, sur le soi-même ainsi, de soi-même ainsi, sur le pur naturel, le pur sponté soi. Donc, dans une conception cosmique et cosmologique où tout est dans la continuité, et où les choses finalement se retrouvent justement dans le tout. Je ne peux jamais m'empêcher d'évoquer la façon dont Charles Pasqua résumait ce qu'il comprenait de la sagesse orientale. C'est le tout est dans tout et inversement. Donc, alors là, en fait, vous avez un peu ce schéma-là en réalité, c'est-à-dire que vous avez un tout dans tout et inversement, qui revient dans le tout et où il n'y a surtout pas de démarcation. Nous sommes dans la continuité parfaite, et où là, vous vous rendez compte que la notion même de liberté ne peut même pas émerger, dans la mesure où, comme on va le voir, la notion de liberté au sens politique et au sens occidental du terme va de pair avec la notion de limite et de délimitation. Alors, tout à l'heure, nous parlions justement de cette première expression japonaise fuki, c'est-à-dire cette image du cheval auquel on lâche la bride, auquel on lâche les rênes, et vous l'aurez compris, les connotations anciennes de l'expression chinoise ziyo, ça vous indique bien la difficulté à rendre l'idée de liberté, d'une liberté qui ne soit pas qu'individuelle, et d'une liberté qui soit une absence de contrainte, mais pas sans limite. Et
Donc, ce problème de traduire une notion d'origine européenne a une histoire extrêmement longue et complexe, comme vous pouvez l'imaginer. Là aussi, pas question de se lancer là-dedans aujourd'hui, puisque nous savons que la liberté peut être comprise dans le sens que lui a donné la tradition gréco-romaine, c'est-à-dire cette notion de libertas, qui est la condition du liber, l'homme libre, par opposition à l'esclave. Elle peut renvoyer aussi à la liberté de l'homme en tant qu'image, en tant qu'être, créature créée à l'image de Dieu, et telle qu'elle apparaît dans les controverses sur le libre arbitre qui ont été au cœur des débats théologiques du Moyen-Âge chrétien. Et enfin, on peut la penser dans les termes employés par notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore dans la tradition libérale anglaise. Donc, quand il s'agit de trouver un seul mot dans le vocabulaire sino-japonais pour traduire tout ça, on comprend que c'est une tâche un peu ardue. Alors, pour entrer plus dans le détail, je vais faire référence donc à un article important d'un collègue que j'ai déjà mentionné, à savoir Ma Jun, Félix Ma, dont je vous ai déjà dit, donc il a fait sa thèse sur Liang Qichao sous la direction d'Yves Chevrier, donc déjà excusez du peu. Et je vous ai déjà signalé son article sur l'histoire du Ximin Congbao, c'est-à-dire donc du journal ou de la revue du Nouveau Citoyen, créé par Liang Qichao, et dont nous extrayons la plupart de nos citations. Alors l'article que je voulais vous signaler, c'est celui qui s'intitule Liang Qichao et la notion de liberté, sources chinoises, japonaises et européennes, qui est paru dans une revue en ligne qui s'appelle Global 18, le numéro 1 de cette revue en 2021. Alors, Ma Jun nous dit que, dans un premier temps, pour les traducteurs, il s'agit de dépasser le concept de liberté dans les traditions bouddhistes et taoïstes de la culture de soi pour prendre conscience de la liberté politique des temps modernes qui est supposée être innée chez tous les êtres humains. Mais il faut aussi entendre que cette liberté moderne appartient à une collectivité qui l'emporte sur les individus. Donc le problème justement de ces notions de liberté propres à la Chine ancienne en particulier, c'est qu'elles concernent essentiellement donc l'individu. C'est le sage de Zhuangzi, c'est le souverain du Tao Te Ching, donc c'est toujours individuel, alors que là, il s'agit de donner à cette liberté une dimension collective. D'autre part, le peuple doit être capable de saisir le véritable sens de la liberté et savoir définir les limites de la liberté dans la vie sociale. Cette notion de limite est absolument indissociable de la liberté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la liberté sans limite. Et si ce n'est pas le cas, c'est que la société est politiquement immature et l'autorité étatique peut alors légitimement intervenir pour lutter contre tout abus de liberté et jeter les bases d'une éducation politique du peuple. Pour pouvoir réaliser cela, il faut transformer l'Empire chinois en un État de droit. Donc, fin de citation. Donc ici, Ma Jun résume assez bien donc les enjeux du problème, c'est-à-dire que donc il s'agit de bien se rendre compte
que la liberté politique, c'est une liberté qui concerne d'abord la dimension collective et d'autre part, justement parce qu'elle concerne le collectif, elle est nécessairement, elle comporte des limites. Mais, continue Ma Jun, comme les Chinois sont nés sous une puissante autocratie, alors Ma Jun fait référence ici justement à l'opinion de Liang Qichao, sont nés sous une puissante autocratie qui cultive à long terme leur capacité d'endurer l'humiliation en silence, ils ont perdu la conception des droits naturels de l'homme. Il est donc temps de renforcer chez eux la conscience du moi, le wo en chinois. Par contre, ce n'est pas à partir de la pensée de Rousseau, mais de la philosophie de Kant que Liang Qichao cherche à comprendre la notion du wo, dotée désormais d'un sens moderne. Et c'est là que Ma Jun fait référence, à juste titre, à un autre article important de notre regretté collègue Joël Toraval, que vous avez en bas de la diapositive. L'appropriation du concept de liberté à la fin des Qing, en partant de l'interprétation de Kant par Liang Qichao, et c'est un article qui est paru dans ce gros volume que je vous signalais déjà, La Chine et la démocratie, dirigé par Mireille Delmas-Marty et Pierre-Étienne Ville, qui ont été occupés des chaires de droit et de chinois, donc ici au Collège de France. Gros volume paru en 2007. Alors, dans son introduction à ce qu'il a appelé le Ziyou Shu, vous avez ici le titre de cette lettre sur la liberté, qui a été reprise dans les œuvres complètes du Yinping Shi, c'est-à-dire donc du studio du buveur de glace. Donc c'est comme ça que Liang Qichao se surnommait, le buveur de glace, pour éteindre son feu intérieur. Donc ce Ziyou Shu, c'est intéressant parce que c'est une lettre sur la liberté qui est publiée dès 1899, c'est-à-dire au moment où Liang est à peine arrivé en exil au Japon, après donc la répression de la réforme de 1898, ce qui indique tout à fait son intérêt premier pour la question de la liberté, parce que, comme nous le savons, il a consacré au thème de la liberté, Ziyou, aussi tout un article de son Ximinsuo, c'est-à-dire de son discours sur le nouveau peuple, qui, lui, s'appelle le Lun Ziyou, c'est-à-dire donc sur la liberté. Et alors donc, dans cette introduction à ce texte de 1899, Liang Qichao cite John Stuart Mill pour souligner l'importance des trois libertés fondamentales, selon Mill, à savoir la liberté de penser, la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui ont contribué, je cite, largement à l'évolution de la société. Et Liang Qichao donc explique qu'à la faveur de ces conditions propices, l'homme est en mesure d'agir librement. Mais il faut tout de suite rajouter que la liberté d'agir n'est pas sans contrepartie. Pour advenir, elle ne doit pas s'imposer dans la vie des autres, ni être empêchée par autrui. Et là, Liang Qichao montre qu'il comprend bien ce qu'il lit chez John Stuart Mill, puisque dans un texte ultérieur, un texte de 1902, là on voit que sa pensée mûrit très vite,
il développe la question des limites des libertés et des droits de chacun, ce qu'il appelle les quanxian, c'est-à-dire les limites des droits ou les limites des pouvoirs de chacun. Et il dit chacun a ses droits et ces droits ont leurs limites. Les limites des droits signifient que personne ne peut abuser de la liberté. Abuser de la liberté entrave assurément la liberté des autres, et ceci est une prise de liberté sauvage, ce qu'il appelle yeman zhiyo. Si personne n'abuse de la liberté, tout le monde pourra jouir complètement de sa liberté, et ceci est alors une prise de liberté civilisée, wenming zhiyo. Alors c'est là qu'on retrouve ce fameux terme de wenming qui nous a occupé il y a quelques années, de civilisation, qui est un terme qui revient dans le discours officiel chinois actuel, parce qu'on s'aperçoit que depuis il y a un siècle, la Chine revendique justement ce statut de civilisation à égalité avec donc les pays civilisés d'Occident. Alors, on reconnaît ici la fameuse liberté négative de Isaiah Berlin, qui est donc ce philosophe anglais, originellement né à Riga en 1909, Riga qui est actuellement la capitale de la Lettonie, mais qui à l'époque faisait partie de l'Empire russe, et qui est mort en 1997 à Oxford. Alors, Isaiah Berlin a rejoint très jeune l'Angleterre, où il a fait toute une carrière académique, justement, de philosophe à Oxford. Donc, c'est vraiment, il a même été anobli pour ça. On l'appelle Sir Isaiah Berlin. Et en 1958, il a donné une conférence à Oxford, dont le texte est fameux, qui s'intitule Two Concepts of Liberty, deux concepts de la liberté, qui ont été plus tard inclus dans le volume dont vous avez la couverture sur la gauche, Four Essays on Liberty, donc 4 essais sur la liberté. Alors, là aussi, le temps passe très vite, je n'ai pas le temps de rentrer dans le... J'imagine que les théories de Isaiah Berlin ne vous sont pas inconnues, donc vous savez que vous avez d'un côté ce qu'il appelle donc la liberté négative, ce qu'il appelle en anglais de freedom from. Alors d'abord, ce qui est bien chez Isaiah Berlin, c'est qu'il essaye quand même de nous simplifier les choses, en disant, pour moi, liberty et freedom, ça veut dire la même chose. Bon, alors déjà, un bon point. Et alors après, donc, il nous explique que vous avez la liberté négative, c'est-à-dire le freedom from, qui consiste à justement dire je suis libre si je ne suis pas sujet à l'ingérence et à la coercition d'autrui, ce qui suppose évidemment un état de droit régi par la loi, et donc c'est la loi qui garantit cet espace de liberté, c'est le freedom from, c'est-à-dire donc je peux me préserver de l'ingérence d'autrui dans mon espace de liberté que garantit la loi. Alors c'est d'une certaine façon ce que dit John Stuart Mill dans son propre essai sur la liberté. La liberté de l'individu doit être ainsi bornée dans le sens elle doit être limitée. Il ne doit pas se rendre nuisible aux autres. Et dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous avez l'idée que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce qui a été vulgarisé dans le mauvais sens du terme, dans l'idée que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Bon, bref.
Et alors, en face de ça, vous avez donc la liberté positive, ce que Isaiah Berlin appelle en anglais « the freedom to », c'est-à-dire la liberté de faire quelque chose, qui, elle, met l'accent sur la liberté comme capacité, à la fois morale, intellectuelle et matérielle, de réaliser ses idéaux, ses engagements, notamment dans un processus collectif. Mais alors évidemment avec des risques possibles de dérives comme nous en voyons aujourd'hui sous la forme du libertarisme, de la pensée libertarienne. Alors ce sont des problèmes que va peut-être aborder ici même la professeure Léa Hippie, qui est invitée par le Collège de France sur une chaire annuelle et qui, semble-t-il, va donc s'intéresser justement à la question de savoir qu'est-ce qui nous rend libres. Alors, cette approche théorique des Anglais, donc vous avez toute cette tradition anglaise de réflexion sur la liberté, ça part de John Stuart Mill, ça passe par Isaiah Berlin, ça continue avec Quentin Skinner. Donc toute cette approche théorique reste néanmoins prématurée dans la situation chinoise, dans l'optique de Liang Qichao. Parce que pour lui, plus un peuple est libre, c'est-à-dire au sens qu'il l'entend, de élevé, de civilisé, moins le gouvernement a lieu d'intervenir. Alors le problème, c'est qu'il estime que les Chinois, nous sommes en début du XXe siècle, sont loin d'en être capables politiquement, parce que pour Liang Qichao, ils n'ont pas ce qu'il appelle la vertu de liberté, le 自由之德, ou le 自治之德, c'est-à-dire la vertu d'autogouvernement, d'autonomie. Alors quand il parle de te, je pense qu'il a à l'esprit le sens que ce mot prend dans le titre que j'ai cité tout à l'heure, le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voix et de sa vertu. Alors quand on dit la vertu de la voix, c'est pas la vertu au sens uniquement moral du terme, c'est au sens qu'on lui donne, qu'on donne à ce mot quand on parle de vertu médicinale, par exemple d'une plante, c'est-à-dire de la puissance ou du potentiel de quelque chose. Donc les Chinois n'ont pas ce potentiel, ils n'ont pas le potentiel de liberté, et donc le rôle du gouvernement est surtout de renforcer chez eux le sens de l'obéissance. Et Liang Qichao en conclut que la Chine, pays qui n'est pas encore civilisé, ne peut pas se permettre de promouvoir la liberté auprès de son peuple, d'autant que le gouvernement lui-même manque de discernement. Et là, vous avez cette citation dans le Ziyoshu, dans la lettre sur la liberté de 1899, qui vaut son pesant d'or. Je cite, « Les problèmes de la Chine d'aujourd'hui résident dans le fait que le gouvernement laisse faire le peuple lorsqu'il serait plus approprié d'intervenir et qu'il intervient lorsqu'il vaudrait mieux laisser faire. À mon avis, pour la Chine d'aujourd'hui, le gouvernement doit intervenir dans 70% des affaires publiques et laisser faire pour les autres 30%. » Peut-être leçon à retenir pour aujourd'hui. C'est dans un texte qui s'intitule Kanshe yu Fangren, c'est-à-dire donc Kanshe, c'est encore l'expression qu'on utilise actuellement dans la Chine actuelle pour dire justement, pour parler de l'intervention des pouvoirs officiels dans la vie privée des gens. Alors, un tournant important se produit en 1903,
Jusqu'à ce moment, en fait, nous avons parlé de textes écrits au début de la période de l'exil, hein, depuis 1899 jusqu'à 1902. Mais en 1903, Liang Qichao donc a l'occasion de faire un grand voyage à partir donc de Yokohama, où il est en exil au Japon, vers le Canada et les États-Unis. Ce voyage qui lui permet donc de rencontrer des grandes pointures hein, de l'époque. Il raconte justement en particulier sa rencontre avec le grand capitaliste américain J.P. Morgan. Hein, et il dit c'est un homme très très occupé mais très efficace. Avec qui il est très difficile d'obtenir un rendez-vous. Et alors, une fois qu'on a obtenu un rendez-vous, on sait qu'on n'a pas plus de 5 minutes. Donc, oui, parce que time is money, hein, donc le temps c'est de l'argent. Et donc Liang Qichao dit, en fait, moi j'y suis allé un peu par curiosité parce que j'avais rien de spécial à lui dire. Et donc, notre rendez-vous a tenu en 3 minutes. Bon. Donc, mais alors, à part ça, alors donc il en sort quand même très très impressionné hein, de ce rendez-vous. Bon, mais à part ça, ce voyage lui donne l'occasion de voir sur le terrain, en quelque sorte, ce que sont les communautés chinoises d'outre-mer, hein, celles qui sont établies aux États-Unis, et en particulier celles de San Francisco. Puisque San Francisco, c'est cette ville sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, donc où se trouve à l'époque, donc encore aujourd'hui d'ailleurs, une très importante communauté chinoise, donc qui était venue alors attirée par la ruée vers l'or. Hein, d'ailleurs. Le nom de San Francisco en chinois a gardé la trace justement de cette histoire, puisque ça s'appelle en chinois Jiaojingshan, c'est-à-dire l'ancienne montagne d'or. Donc les Chinois attirés par cette ruée vers l'or se sont ensuite établis pour instaurer différentes affaires. En particulier, les Chinois étaient très connus pour... D'abord, ils ont été employés par les chemins de fer américains pour construire la ligne de chemin de fer qui traversait tous les États-Unis et qui ensuite se sont spécialisés en quelque sorte dans le business le business du nettoyage du linge. Et alors donc vous avez ici à la photo une photo qui a été prise au début du XXe siècle à San Francisco. Vous avez ces Chinois qui sont habillés à moitié à l'occidental. Ils ont le chapeau occidental, mais des chaussures encore à la chinoise, hein, des chaussures en tissu. Et alors pour vous montrer ce que pouvaient être les Chinois de l'intérieur, les Chinois de Chine, vus par un photographe américain, qui a intitulé donc ce cliché donc les Chinois typiques. Donc ces Chinois typiques, donc pris dans leurs activités quotidiennes, ont le don d'exaspérer et de désespérer Liang Qichao. Alors, ce désespoir, il l'exprime dans le récit qu'il a fait justement de ce voyage en Amérique, qu'il a intitulé donc ici le Xin Dalu Youji, le récit de voyage
nouveau continent, hein, on pourrait dire dans le nouveau monde. Hein. Et où là, il commence par attaquer bille en tête, hein, c'est-à-dire par ce qu'il appelle les défauts, hein, des Chinois, 中国人的缺点，有族民资格而无市民资格，有村落思想而无国家思想，只能受专制，不能享自由。Alors, les défauts des Chinois, c'est qu'ils possèdent les qualités de membres de clans, mais pas celles de citoyens. Ils ont une mentalité villageoise, hein, c'est des paysans, mais pas de conscience nationale. Ils ne peuvent que subir le despotisme et ne sont pas capables de jouir de la liberté. Vous retrouvez là donc l'intitulé du cours de cette année, mais cette fois-ci donc en contexte. Je vous avais bien prévenu que ce que Liang Qichao entendait par liberté, en tout cas dans cette phrase, ne correspond pas forcément à ce que on pourrait penser quand on prend la phrase hors contexte. Et la citation continue, donc 自由之试验经过着历史其意释法其选举法金山以外之人又如何 Donc l'expérience de la liberté, l'histoire qu'elle a traversée, les systèmes de délibération et d'élection, comment les Chinois établis hors de San Francisco pourraient-ils y parvenir, quand ceux de San Francisco déjà n'y parviennent pas. Alors, ce qui dégoûte absolument Liang Qichao, c'est de constater que des Chinois qui vivent dans un régime démocratique, enfin prétendu démocratique, le régime américain, qu'il était peut-être encore un peu plus que maintenant. Donc, comment donc déjà eux ne restent totalement imperméables justement à l'expérience de la liberté, aux pratiques de délibération, d'élection, etc. Et alors, combien plus, a fortiori, comment est-ce qu'on pourrait attendre que les Chinois de Chine parviennent justement à cette capacité de jouir de la liberté. Et un peu plus loin, donc dans ce texte, Liang Qichao montre qu'il a conscience que cette affirmation ne pouvoir subir que le despotisme et non jouir de la liberté, cette affirmation, dit-il, peut paraître choquante, mais elle correspond aux faits. Nulle part au monde, les Chinois ne sont plus désordonnés que ceux de San Francisco. Pourquoi ? Précisément à cause de la liberté. Alors, en Chine, à la rigueur, ils sont encore soumis aux autorités, aux contraintes familiales et rituelles, mais en Amérique et en Australie, ils jouissent d'une liberté juridique complète et en fait, ils ne savent pas en profiter parce que ils continuent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, donc, bon, là, Liang Qichao fait allusion justement, en fait, comment dire, à tout ce qui caractérise justement la vie mafieuse, hein, les règlements de compte, les rassemblements violents, les vendettas, tout ça. Hein, donc tout ça, c'est comme ça que les Chinois donc profitent de leur liberté. Hein.
Et il en conclut, avec un tel peuple, peut-on instaurer un système délibératif ou électoral? Non. La liberté, le constitutionnalisme, la République sont des régimes de majorité. Or, la majorité chinoise n'y est pas prête. Les adopter aujourd'hui équivaudrait à un suicide national. Et il finit sur une image, la liberté est comme un beau manteau d'été porté en hiver. Elle est belle, mais inadaptée. Aujourd'hui, et il répète, la Chine ne peut que subir le despotisme et non jouir de la liberté. Alors, on voit ici que, au fond, pour Liang Qichao, la Chine est dans un état encore tel que l'autorité de l'État doit l'emporter sur la liberté et que, justement, ces défauts du peuple chinois, qu'il considère comme à l'époque insurmontable, l'incite justement à faire le choix d'un État fort, c'est-à-dire donc un État de droit, mais un État fort. C'est une conception qui reste donc très verticale, et comme on dirait en anglais top-down, c'est-à-dire qui va du haut vers le bas, donc très, très élitiste, très paternaliste, et qui reste au fond typiquement confucéenne, et qu'on retrouve encore en grande partie en vigueur aujourd'hui. Alors, je suis obligée d'arrêter là. Alors, Dieu merci, non pas par une quinte de tout, mais parce que le temps passe. Ça, c'est une nécessité absolue de m'arrêter. Alors, je pense qu'on a vu cette année que la liberté, justement, cette notion qui semble tellement évidente, qui nous semble tellement universelle, est loin d'être univoque. Et le paradoxe suprême que l'on retrouve dans beaucoup de zones du monde aujourd'hui, c'est que on peut parfaitement avoir le sentiment d'être libre quand en réalité on se trouve dans un système totalement enfermant et qui est fait pour vous étouffer. Ça, c'est vraiment le très grand paradoxe justement de cette notion. Alors, pour terminer sur une petite note un peu plus légère et sur un cocorico, voici donc le sommaire du numéro 10 de cette revue du Ximin Congpao, c'est-à-dire du renouveau du citoyen, qui date de 1903. Alors, dans ce sommaire, on voit que c'est un numéro qui est en large partie consacré à nos Français, nos penseurs français, puisque d'entrée de jeu, vous avez les portraits assez mignons de donc Montesquieu à gauche et de Voltaire à droite, Montesquieu et Furter, que, alors ça c'est ce qui s'est indiqué en haut, en légende, qui sont présentés comme des Faguo Shoru, c'est-à-dire des érudits, des lettrés érudits, c'est un terme confucéen, des lettrés érudits français. Bon, et un peu plus loin dans la revue, vous avez une petite rubrique qui s'intitule Fa Yu Zhi Yan, c'est-à-dire donc des expressions de la langue française. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les 3 premières expressions concernent la liberté, justement. Donc, et vous font croire que les Français
sont libres de façon aussi naturelle qu'ils mangent du pain. Bon, c'est ce que dit la première citation. 自由如面包，不可一日缺，不可一日缺. Donc, alors, bizarrement, on vous donne la traduction en français liberté et pain cuit. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté, c'est comme le pain, hein, et on ne peut pas en manquer un seul jour. Ça, je crois que les Chinois ont bien compris que la Révolution française est partie justement d'une réclamation de pain. Hein. Ce sont les femmes de Paris qui sont allées réclamer du pain. Hein. Donc là, on sait que le peuple, il faut d'abord le nourrir. Hein. Bon. Alors, c'est à ce propos que on se fait la réflexion que vous avez une espèce de typologie de base en fait de différents régimes. Vous avez les régimes qui sont assez prospères pour nourrir leur peuple et se permettre le luxe de les laisser parler librement. Bon. Vous avez aussi les régimes qui sont assez prospères ou qui sont devenus, mais qui estiment que le peuple ne doit pas parler librement. Enfin, vous avez les régimes qui sont trop pauvres pour nourrir leur peuple, mais qui le laissent parler librement, dire ce qu'il veut, se plaindre librement. Et puis enfin, vous avez les régimes qui ne sont capables ni de nourrir, ni de laisser parler leur peuple librement. Voilà. Bon, donc là, vous avez cette première phrase. Ensuite, une deuxième phrase. 在山之鸟，贵是于在笼之鸟，以其能自由也。Donc, il vaut mieux être oiseau de campagne qu'oiseau de cage. C'est-à-dire, plus littéralement, c'est plus noble d'être un oiseau sauvage dans la montagne qu'un oiseau justement entretenu à grands frais dans sa cage dorée, hein, parce que l'oiseau sauvage dans sa montagne peut justement jouir de la liberté. Et la dernière phrase, donc, 失自由之人，无物而不失焉. Donc, c'est traduit par nous perdons nos libertés, nous perdrons toutes choses. C'est-à-dire donc les hommes qui perdent leur liberté, ils n'ont plus rien d'autre à perdre. Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, ces expressions françaises, je vous dis donc pour l'instant au revoir pour cette série de cours. Alors, le programme d'enseignement n'est pas terminé puisque nous aurons au mois de mars une série de séminaires qui sont, alors je vous préviens, ne venez pas tous en masse, hein, parce que ce sont comme vous le savez, des séminaires de lecture de textes en chinois ancien. Ce sont des lectures de textes autour de la question de l'authenticité, dont on va voir qu'elle occupe beaucoup plus la philosophie chinoise ancienne que celle de liberté. Ça se passera sur 3 après-midi en mars, les jeudis 12, 19 et 26. Mais encore une fois, dites-vous bien que vous ne pourrez en profiter que si vous lisez le chinois classique. Et alors, au contraire, ouvert à tous, le colloque que j'organise avec Alain Suppiot, donc juriste éminent, qui a occupé ici une chaire d'État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Nous organisons le 25 juin toute la journée, ici même, un colloque intitulé « Démocratie ou dictature numérique », où là aussi, justement, la liberté et l'illusion de liberté sera au cœur des débats, parce que justement, la dictature numérique, c'est précisément
un de ces cas de situation ou enfin de système dans lequel on a l'impression que c'est fantastique, on est libéré par les robots, l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, ça n'est qu'une illusion. Bien, et alors pour terminer, donc, puisque cette année le Nouvel An chinois intervient très tard, c'est-à-dire le 17 février, dans presque un mois, je vous souhaite par avance donc une bonne entrée dans l'année du cheval de feu, et en vous remerciant encore une fois d'être toujours aussi fidèle donc, dans cet amphithéâtre. Merci.